Le journal sur Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les titres. À l'occasion de sa rencontre avec le président du Parlement turc et son homologue Hakan Fidan, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf évoque des relations en plein essor entre Alger et Ankara. Dans les territoires occupés de la Palestine, les forces d'occupation comptent légaliser 3 avant-postes de colonies. Après plus d'une semaine du coup d'État au Gabon, la présidente de la Cour constitutionnelle quitte son poste. Après l'envoi d'une délégation à Pyongyang, la Chine espère approfondir ses liens avec la Chine. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a présidé aujourd'hui à Ankara, la capitale turque, les travaux de la 2e session du comité conjoint algéro-turc, et ce dans le cadre de sa visite de travail en Turquie, chargée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. D'autre part, le ministre a été reçu par le président du Parlement turc, Numan Kurtulmuş, où les deux parties ont passé en revue l'évolution qualitative des relations algéro-turques et les perspectives de son extension continue, notamment en termes de renforcement de sa dimension parlementaire. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a tenu une conférence de presse avec son homologue turc Hakan Fidan. Attaf est revenu sur l'importance des relations entre Alger et Ankara, évoquant par ailleurs l'aspiration des deux pays à l'élargissement des secteurs de coopération. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cette commission qui vient réellement dans un contexte bilatéral qui inspire la sérénité et encourage à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs et les priorités fixées par les deux présidents, Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan, en toute clarté et ambition durant les différentes rencontres, les discussions et les appels qu'ils ont eus. Par ailleurs, Ahmed Attaf a réaffirmé la position d'Alger concernant le changement anticonstitutionnel au Niger survenu le 26 juillet dernier, rappelant le rôle joué par le président Abdelmadjid Tebboune pour lutter contre les multiples défis que connaît la région. Les relations algéro-turques connaissent un développement sur les plans économiques et politiques. Durant les 3 dernières années, nous avons traversé des caps importants, sans précédent dans l'histoire de nos relations bilatérales. Les relations algéro-turques sont en perpétuel élargissement dans tous les secteurs qui offrent des opportunités de collaboration et qui garantissent la réalisation des bénéfices escomptés par nos deux pays et nos deux peuples frères. J'ai informé nos frères en Turquie des aspirations du président Abdelmadjid Tebboune pour garantir une issue pacifique à la crise engendrée par le changement non constitutionnel au Niger, ainsi que ses efforts qui visent à renforcer l'approche globale de développement dans le traitement des défis multidimensionnels qui imposent au pays et au peuple de cette région. Ces efforts ont été applaudis et soutenus par la Turquie. Concernant le premier point de l'initiative algérienne pour le Niger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à présenter de nouveaux textes pour le prochain sommet africain et qui concerne la multiplication des mesures contre les coups d'État et les changements anticonstitutionnels. En Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a opéré mercredi soir un vaste mouvement dans le corps des walis et walis délégués, selon un communiqué de la présidence. Ce mouvement a permis la promotion de 15 cadres des corps des secrétaires généraux de wilaya, des walis délégués, des chefs de daïra et des directeurs de wilaya aux fonctions de wali et wali délégués.
Au Liban, l'ambassadrice de l'Union européenne à Beyrouth, Sandra De Wael, a fait part de l'engagement de l'Union de travailler en étroite collaboration avec les autorités libanaises et la communauté internationale pour aider le Liban à surmonter la crise qui le frappe de plein fouet. Sandra Wael a par ailleurs souligné le partenariat de longue date de l'Union européenne avec le Liban et réaffirmé son engagement à aider le Liban à faire face à l'aggravation de sa crise socio-économique. Ces déclarations font suite à une réunion mercredi entre l'ambassadrice et des membres du gouvernement libanais, notamment le Premier ministre Najib Mikati. Dans les territoires occupés de la Palestine, le chef de la commission de la résistance aux murs et aux colonies, Mohaïd Chaban, a déclaré que les autorités militaires de l'occupation ont rendu hier soir une décision définissant la portée de 3 avant-postes coloniaux aléatoires en Cisjordanie occupée, en vue de les transformer en colonies autonomes qui peuvent être développées et agrandies aux dépens des terres des citoyens palestiniens. L'actualité dans cette édition, c'est aussi la situation au Gabon. Le président gabonais Ali Bongo, déchu par un coup d'État, est libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger afin d'y effectuer des contrôles médicaux. C'est ce qu'a annoncé le président de la transition, Brice Oligui Nguema, par voie d'un communiqué lu à la télévision gabonaise. Cette décision a été prise compte tenu de l'état de santé de l'ancien président, précise le communiqué. Pour rappel, Ali Bongo, âgé de 64 ans, au pouvoir depuis 14 ans, est en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août dernier. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, réaffirme que compte tenu de son état de santé, l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux. Une cour d'appel du Nigeria a rejeté mercredi les contestations engagées par les deux partis d'opposition des résultats de la présidentielle du mois de février passé qui a porté au pouvoir Bola Ahmed Tinubu, qui a été désigné ce jeudi comme les requérants ont néanmoins encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême du Nigeria. On reste en Afrique. Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi la tenue d'un débat parlementaire sur la stratégie de la France en Afrique et au Sahel, où la présence militaire française est de plus en plus contestée. Cette annonce intervient après une série de développements préoccupants dans la région, notamment au Niger, où des militaires auteurs du coup d'État du 26 juillet ont demandé le retrait des troupes françaises. Le président du Conseil souverain transitoire du Soudan et commandant général des forces armées soudanaises, Abdel Fattah al-Burhan, s'est rendu ce jeudi à Doha, la capitale du Qatar, pour une visite officielle où il a été reçu par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Au cœur des entretiens, la situation au Soudan et les moyens de renforcer les mécanismes de paix dans le pays, et au même titre d'ailleurs que les moyens de renforcer les relations bilatérales, des questions d'intérêt mutuel et l'évolution de la situation au Soudan. Pour rappel, depuis le 15 avril dernier, le Soudan fait face à un conflit armé entre les forces de soutien rapide et l'armée régulière. Retour à la région du Sahel, les Maliens ont rendu un dernier hommage ce jeudi à la légende du football Salif Keïta. L'ex-star de Saint-Étienne et de l'Olympique de Marseille est décédé à l'âge de 76 ans le 2 septembre dernier. Il fut le premier vainqueur du Ballon d'Or africain en 1970 et l'un des meilleurs joueurs étrangers du championnat français dans les années 60.
Et direction le vieux continent, le dossier d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne refait surface suite au déplacement du commissaire européen Oliver Vahili à Ankara pour rencontrer le ministre turc des Affaires étrangères et évoquer la relance des négociations sur son adhésion à l'Union européenne. Le Parlement turc doit examiner au mois d'octobre la candidature suédoise à l'OTAN lors du sommet de Vilnius au mois de juillet. Recep Tayyip Erdogan a posé comme condition une relance des négociations. Quelques heures seulement avant le sommet du G20 en Inde, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré jeudi que les dirigeants du sommet qu'il préside ce week-end à Delhi doivent aider financièrement et technologiquement les pays en développement à lutter contre le changement climatique. Dans un contexte de température record et meurtrière à travers le monde, les militants pour le climat n'ont de cesse de s'alarmer, en particulier pour les pays en développement. Le Japon a lancé une sonde vers la Lune, le Moon Sniper, escomptant de devenir le 5e pays à réussir un hallucinage ce jeudi 7 septembre, après 3 reports depuis le mois dernier en raison des conditions météo défavorables. La fusée de l'agence spatiale nippone, JAXA, a décollé comme prévu tôt ce matin de la base de lancement au sud-ouest du pays. Le point avec Iman Merad. Jeudi 7 septembre, l'agence spatiale japonaise, la JAXA, a placé en orbite un nouveau télescope spatial à rayon X nommé X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission. Une nouvelle tentative du pays pour entrer dans le cercle très prisé des nations ayant réussi à poser des appareils sur la Lune, à l'instar de l'Inde le mois dernier. Le Moon Sniper, un projet mené en collaboration avec la NASA ainsi que l'Agence spatiale européenne, cette mission évoque une avancée extrêmement significative dans l'observation des rayons X. Je pense qu'il s'agit d'une compétition positive et intéressante dans laquelle de nombreux pays et entreprises privées envisagent d'atterrir sur la Lune. La JAXA veut évidemment réaliser beaucoup de choses dans cette compétition. On notera qu'en plus de X-RISM, la fusée transportait le Smart Lander for Investigation Moon, un petit atterrisseur conçu pour les atterrissages de grande précision sur la Lune. Le Smart Lander for Investigating Moon est arrivé environ 47 minutes et 33 secondes après la fusée. La mission d'imagerie et de spectroscopie à rayon X atterrit environ 14 minutes et 9 secondes après la fusée. Le Smart Lander for Investigating Moon, lui, est arrivé 47 minutes et 33 secondes après. La fusée, quant à elle, a atterri comme prévu. Le Japon avait déjà tenté en novembre dernier de poser une mini-sonde sur la Lune embarquée à bord de la mission américaine Artemis 1, mais la communication avec cette sonde avait été perdue peu après des éjections dans l'espace en raison d'une défaillance de ses batteries. Conflit en Ukraine, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, affirme que l'objectif ultime de l'Occident est de maintenir et de conserver le contrôle des ressources et des richesses mondiales, affirmant en outre que l'Occident manipule Kiev à ses propres fins. Maria Zakharova réagissait aux déclarations du secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Oleksiy Danilov, qui affirmait que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé et que tout est beaucoup plus compliqué que le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et justement, dans un contexte international de tension permanente, le sommet de l'ASEAN a réuni des hauts responsables de 18 nations, parmi lesquelles la Russie, la Chine et les États-Unis, alors que Pékin souhaite approfondir ses liens avec la Corée. Moscou maintient son effort de guerre en Ukraine aux grandes dames de Washington. La deuxième journée du sommet de l'ASEAN a mis autour de la table les hauts responsables russes, chinois et américains lors d'une rencontre caractérisée par des tensions internationales multiples. Le face-à-face entre la Chine et les États-Unis d'une part
et Washington et Moscou d'une autre ont été scrutés alors que plusieurs dossiers opposent les trois puissances, Taïwan, l'Ukraine ou encore les rivalités dans le Pacifique. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, a dénoncé l'offensive militaire de la Russie en Ukraine ainsi que les revendications de la Chine en mer Méridionale, sans omettre de mentionner la Corée du Nord, dont les missiles inquiètent l'Occident. L'Indonésie, pays hôte, a appelé à la responsabilité des grands de ce monde dans le maintien de la paix, en évitant de créer des conflits nouveaux. Nous avons tous la même responsabilité de ne pas créer de nouveaux conflits, de ne pas créer de nouvelles tensions, de ne pas créer de nouvelles guerres. En même temps, nous avons également la responsabilité d'apaiser les tensions croissantes, de réchauffer les situations froides et de créer de l'espace pour des dialogues qui atténuent les différences. Faisant fi des protestations des États-Unis concernant la Corée du Nord, la Chine a envoyé une délégation à Pyongyang à l'occasion des 75 ans de la République démocratique de Corée du Nord, une visite visant à approfondir les liens entre les deux nations. Et durant ce même rendez-vous de Jakarta, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation des prisonniers politiques en Birmanie. Antonio Guterres affirme que la répression systématique sape tous les espoirs d'un retour à la démocratie dans le pays, avant de réitérer son appel aux militaires au pouvoir pour libérer les prisonniers politiques. Antonio Guterres s'exprimait depuis Jakarta à l'occasion du sommet entre les Nations Unies et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. L'ASEAN restera totalement engagé dans la recherche d'une solution politique en Birmanie. Et cette solution politique nécessitera bien sûr la libération de tous les prisonniers politiques et devra clairement ouvrir la voie au rétablissement d'institutions démocratiques dans le pays. Et la rivalité entre puissances, justement pointée du doigt par l'Indonésie, pays hôte de l'ASEAN. L'Indonésie estime que les tensions mondiales sont destructrices et plaide pour les relations plus saines. Les détails avec Naila Hamouda. Une organisation devenue un géant économique au fil des années. L'ASEAN désormais pèse beaucoup sur la scène politique mondiale. Les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est se sont rencontrés dans un climat de tension, accompagné des discussions portant sur le commerce, la technologie, l'affirmation croissante de la Chine en mer de Chine méridionale, le refus de la junte birmane de coopérer avec l'ASEAN sur un plan de paix et les soupçons qui pèsent sur la Corée du Nord quant à son intention de fournir des armes à la Russie. L'Indonésie, pays hôte, a mis en garde contre les rivalités destructrices entre les grandes puissances, faisant ainsi référence aux tensions imminentes entre les États-Unis et la Chine, qui selon lui le met en danger. Je demande sincèrement aux leaders du sommet de l'Asie de l'Est de faire un forum pour renforcer la collaboration et la coopération et non aiguiser les rivalités. Nous sommes également chargés d'apaiser les fortes tensions, d'adoucir les conditions difficiles, de créer des espaces de dialogue et de combler les différences existentielles. Le sommet de l'ASEAN a pour objectif de couvrir des enjeux géopolitiques majeurs avec les 18 pays présents. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a rappelé l'engagement commun envers les questions nationales et régionales urgentes. Nous avons un engagement commun envers les règles et les normes internationales et envers notre partenariat sur les questions nationales et régionales urgentes, telles que la crise en Birmanie. Les États-Unis continuent à faire pression sur le régime pour qu'il mette fin à cette violence effroyable, qu'il libère toutes les personnes injustement détenues et qu'il rétablisse la voie vers une démocratie inclusive en Birmanie. La Chine a appelé les grandes puissances à maintenir leurs différends sous contrôle et a mis en garde contre les risques d'une nouvelle guerre froide. Pour rappel, Pékin a déclenché l'alarme chez plusieurs membres de l'ASEAN la semaine dernière, en publiant une nouvelle carte officielle revendiquant la souveraineté sur la majorité de la mer de Chine méridionale. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.